Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. L'ancienne ministre Ségolène Royal a découvert la liberté d'expression. D'ailleurs, vous avez remarqué depuis qu'elle sait finalement que la Macronie ne lui offrira plus de poste. Et voilà, le dernier exemple en date, Ségolène Royal, jeudi dernier sur BFM. Oui, mais tout le monde le sait, qu'il y a une propagande de guerre par la peur d'ailleurs. Et ne serait-ce que le premier événement qui a été dit, la maternité bombardée, quand M. Zelensky a fait le tour des parlements européens, et c'est là que le processus de paix s'est interrompu. Il a utilisé ça, il a dit « j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit « vengez-moi », etc. Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On n'a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Je ne dis pas, il y a suffisamment d'horreur dans la guerre, il y a suffisamment de Le massacre de Boutcha et les enquêteurs qui sont sur place et les témoignages qu'on a recueillis. Voyons les témoignages, mais voyez, il y a plusieurs événements, des récits de viols d'enfants pendant 7 heures sous les yeux des parents. Mais c'est monstrueux d'aller diffuser des choses comme ça uniquement pour interrompre les processus de paix. Il propage des fake news, Zelensky ? Est-ce qu'il propage des fake news, Zelensky ? Je pense qu'il y a une propagande de guerre. C'est bien connu, les Américains d'ailleurs ne s'en cachent pas. Que n'a-t-elle pas parlé de propagande de guerre pour M. Vladimir Zelensky et Ségolène Royal? Elle parle d'un terme pourtant qui n'a jamais été développé, selon les plus grands penseurs de la guerre, les 10 principes de la propagande en période de guerre, selon Anne Morelli, sorti en 2001. Non, tout ça n'existe pas. Il ne faut pas parler de propagande de guerre pour Vladimir Zelensky. D'ailleurs, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais là, pour le moment, les réactions ont été en chaîne contre Ségolène Royal. Dans l'ordre, ça commence plutôt doucement. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui tweet « La paix en Ukraine n'est pas rendue impossible par les victimes de l'invasion, mais par la volonté de conquête de Poutine. Les crimes de guerre sont documentés. Le nier est une insulte aux assassinés, aux violés, aux torturés. Dire le contraire est de la propagande. » Et puis ensuite, c'est le député européen Raphaël Glucksmann qui a dénoncé un naufrage total de Ségolène Royal. Naufrage total, tweet-t-il. La maternité en question a bien été bombardée. Les combattants ukrainiens évoqués ont bien été torturés. Ce n'est pas un discours qui a arrêté le processus de paix, madame, mais l'invasion de l'Ukraine. Madame Royal est devenue un Philippot de gauche. Et puis ensuite, ça a été le tour de la reine de l'humour bien pensant, Sophia Aram, sur France Inter hier matin. Ségolène Royal nous a définitivement quittés. Elle a carrément allumé les boosters. Elle a réussi en direct un décollage à rendre jaloux les ingénieurs de la NASA en déclarant au sujet de Zelensky: il a dit « j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit « vengez-moi », etc. Il a été incapable de donner le nom de cette femme. Et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l'heure des téléphones portables, on les aurait eus. Eh ben voilà, il aura fallu moins d'1 minute, le temps de mettre en doute la réalité des bombardements sur la maternité de Mariupol, de défendre l'absence probable de victimes. Et voilà notre Ségolène nationale en orbite, dans la complosphère, aux côtés de tous les timbrés passant leur journée à nier l'existence des crimes de guerre commis par l'armée russe et à remettre en cause joyeusement le travail des journalistes et des ONG qui documentent ces faits au péril de leur vie. Zemmour, à l'instant, vient de dire qu'elle avait été courageuse. Ah voilà, alors en plus, si elle est soutenue par Éric Zemmour, autant dire que le cas de Ségolène Royal est foutu. Et puis pour finir, je vous propose d'écouter BHL qui était sur CNews hier. Ça me plonge dans une vraie tristesse. Ségolène Royal est un personnage politique de grande qualité qui a fait sa candidature à l'élection présidentielle était extraordinairement honorable. Et aujourd'hui, elle s'égare, voilà. Elle s'égare parce que les images de Boutcha, elles existent. Nous sommes très nombreux, moi aussi, à les avoir filmées. La maternité de Mariupol, toutes les images sont là. Donc voilà, il n'y a pas d'autre réponse. Tristesse, en orbite, complotiste, complosphère, égarement aux côtés de tous les timbrés. Voilà. Est-ce que c'est le seul argument valable que l'on puisse opposer à Ségolène Royal aujourd'hui? Est-ce que c'est la seule discussion que l'on puisse tenir sur les plateaux télé aujourd'hui? C'est un petit peu le sujet de notre jour avec Pierre Gentillet. Bonjour Pierre Gentillet.
Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et c'est pas d'ailleurs pas toujours facile non plus pour vous sur les plateaux. Alors, comment vous réagissez d'abord à ces, ces mises au banc, hein? C'est tout simplement cette personne n'a plus le droit à la parole par ces chroniqueurs bien connus des médias de grand chemin. Je trouve que c'est très révélateur. C'est-à-dire que on dit qu'on n'est pas intoxiqué par la propagande américaine en France. On nous explique que nous, on est neutre parce que nous, on a la lumière et qu'on sait prendre du recul, nous, occidentaux, nous, peuple européen, illuminés par la voie de la raison. Et en fait, en réalité, on a complètement cédé les pédales à l'émotion dans cette affaire. Enfin, je dis on, en réalité, je ne me sens pas concerné. Il faut remettre un peu d'ordre, si vous voulez. C'est ça toujours le problème quand on a des réactions épidermiques, émotionnelles. Là, effectivement, j'écoutais la chronique, enfin l'extrait de chronique que vous passiez sur cette dame qui travaille à France Inter. Enfin bref, peu importe. On est vraiment dans la réaction hystérique, sans aucune réflexion. Enfin, je veux dire, remettons un peu d'ordre. Ségolène Royal a émis un doute. D'après moi, non pas tant sur les faits, mais sur la responsabilité. C'est-à-dire que faut écouter l'interview en entier d'ailleurs, parce que comme d'habitude, on tronque, on prend uniquement ce passage. Mais en réalité, il faut écouter l'interview dans sa globalité, ce que j'ai fait et ce que j'invite tous les auditeurs de Radio Courtoisie à faire. D'accord ? Et il y a une distinction à faire entre le fait, d'accord, et la responsabilité. Le fait, c'est quoi ? Le fait, c'est les bombardements ici sur la maternité de Boutcha et les morts. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de contestations à ce stade sur le fait qu'il y a eu des morts. Ensuite, la question, c'est de savoir quelles morts, combien de morts, dans quelle dimension, et surtout, quelle exploitation, et c'est ça ce qu'elle critique, c'est la guerre de l'émotion, c'est l'exploitation émotionnelle que ça a été fait par Zelensky. Vous savez, sur ce plan-là, je dois dire que les Russes sont quand même très mauvais, parce que c'est vrai que depuis 2014, on bombarde, l'armée ukrainienne bombardait des civils de la petite république à l'est de l'Ukraine, la république de Donetsk et de Lugansk. Il y a eu des milliers de morts civiles dans la plus totale indifférence. Il y a eu des morts civiles, rappelons-le, des femmes et des enfants. Mais ça, manifestement, ça n'a pas soulevé une chronique de Madame Aram de France Inter. Donc, si vous voulez, distinguons là actuellement ce qui se passe, c'est-à-dire le fait de la responsabilité. Et c'est là où on arrive sur la fameuse notion de contestation de crimes, puisqu'on lui reproche de contester les crimes. Vous savez, on a quand même une procédure en droit pénal international, on a une cour pénale internationale qui siège à La Haye, je le rappelle, et cette cour pénale internationale, elle est justement en train de faire une enquête à Boutcha, d'accord ? En l'occurrence, sur le massacre de Boutcha. Donc, j'ai envie de vous dire, soit on est dans une société où ce sont les journalistes, les réseaux sociaux et les vidéos accessoirement. Et BHL. On s'imagine même pas, et BHL, les éditorialistes. Et une vidéo dont on n'a pas encore, toutes les sources. On dit que ce sont des journalistes. Bon, parfois, vous savez, les journalistes prennent aussi prennent pas directement la vidéo, ils le prennent d'interlocuteurs qui sont sur le terrain. Voilà. Et imaginez que tout est neutre, qu'il n'y a pas d'instrumentalisation possible. Mais je veux dire, mais l'histoire des 20-30 dernières années en matière de guerre, en matière de... On peut remonter plus avant. Enfin, je veux dire, il y a eu des massacres qui ont été attribués, par exemple, le massacre de Katyn, à des autorités, au départ, autorités allemandes. Et en réalité, on s'est rendu compte que c'était des autorités russes. Donc, on n'a pas de prudence. Écoutez, pour qu'on parle de crime, il faut que le crime soit qualifié. Si on conteste tout de suite, si on peut rien dire, si on peut pas émettre un doute, et qu'on considère que ce sont les journalistes, les procureurs, écoutez, pas de problème, il faut juste nous le dire, d'accord ? Et à ce moment-là, je ne vois pas à quoi sert le tribunal qui vient ici précisément pour qualifier un crime. À quoi sert-il ? Puisque, semble-t-il, le crime est déjà avéré, d'accord ? Un crime, ça se démontre, il y a une procédure pénale, d'accord ? Et distinguons le crime, donc la responsabilité des faits, le bombardement a été documenté, très bien, mais dans quelle ampleur et quelles sont les responsabilités ? Voilà. Mais c'est trop compliqué à expliquer ça manifestement sur certaines chaînes de télévision. Et
En plus, l'histoire, puisque vous parlez un petit peu de l'histoire des 30 dernières années, nous montre qu'il y a eu des mises en scène même de massacres, pour revenir à cette histoire de massacre. On l'a vu avec, exactement, le Koweït. D'ailleurs, le Koweït, je vous propose d'écouter, puisque c'est Ségolène Royal qui a tweeté hier, voilà, je vous lis son tweet. « Ce matin, j'en prends encore plein la tête, ma parole est déformée. Voilà comment les massacres de bébés ont été utilisés contre l'Irak dans une propagande de guerre atroce. Écoutez la parole de Jean-Pierre Chevènement, agissons pour la paix, pour mettre fin aux malheurs des peuples. » Je vous propose d'écouter cet extrait qu'elle tweet, donc d'un reportage sur la guerre en Irak. My name is Naira, and I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Je fais la traduction en direct. On entend donc une infirmière qui dit « Mon nom est Naira et je viens tout juste du Koweït. Quand j'étais là-bas, j'ai vu des soldats irakiens entrer à l'hôpital avec des armes à feu. Ils ont sorti les bébés des couveuses, ils ont pris les couveuses. Et ils ont laissé les enfants mourir sur le sol froid. » C'est un bon exemple des mensonges qui ont été distillés pendant toute cette période. Le massacre des bébés koweïtiens n'a jamais eu lieu. Mais à l'époque, tout le monde y croit. Neira, 15 ans, fausse infirmière mais vraie fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, a été coachée par la société de relations publiques Helen Knowlton. Sa mission, vendre la guerre aux Américains. Une campagne à plus de 10 millions de dollars. Donc voilà, c'est quand même glaçant quand on entend ça. Naira, fausse infirmière qui vient témoigner pour de faux, mais vraie fille de l'ambassadeur, elle est coachée, tout cela est du montage pur et dur, tout seulement pour une chose, pour aller vendre une guerre. Quand on a compris ça et qu'on voit que ce schéma s'est répété plusieurs fois, parlons encore une fois de ce qui s'est passé au Kosovo, notamment avec, on a parlé de complices de Milosevic, et en fait c'était tout ça pour que l'OTAN puisse aller bombarder le Kosovo. On en a déjà parlé avec Mirkovic. Enfin, à chaque fois, les histoires se répètent et finalement, on se rend compte qu'il y a des montages. Alors, nous ne savons pas ce qui se passe en ce moment en Ukraine, mais nous avons le droit de rester méfiants. Pierre Gentil. Précisément ce que vous avez diffusé comme extrait, qu'il s'agisse effectivement de ce qui s'est passé au Koweït. On aurait pu aussi rajouter, alors ça c'est pas des massacres orchestrés, mais ça fait partie des mensonges de la propagande de guerre. Souvenez-vous, toute la propagande de guerre qu'on nous a mis dans le crâne en 2003 pour justifier l'intervention en Irak sur les fameuses armes de destruction massive qui finalement n'existaient pas. Souvenez-vous de la petite fiole. Le point commun entre tout ça, c'est de dire que ça va paraître peut-être extraordinaire pour certaines personnes, peut-être même certains auditeurs de Radio Courtoisie, mais les dirigeants peuvent mentir pour soit justifier une guerre, soit justifier l'effort de guerre, le renforcement de guerre. Voilà, ils peuvent, oulala, ça ne veut pas dire que Zelensky nécessairement ment quand il parle de cette femme qui a perdu son enfant, qui demande de le venger. Ce n'est pas ce qu'on dit. En tout cas, ce que je dis, je pense que Ségolène Royal a dit. Ce qu'on dit simplement, c'est de dire toute l'histoire moderne, et même encore avant, nous a montré qu'il y a de l'instrumentalisation, qu'il y a une guerre de propagande, qu'il y a il y a nécessairement un recul à avoir parce que là, la vérité, on aura un peu de mal à la distinguer avant la fin de cette guerre. Donc d'ici là, évitons de céder à l'émotion. Je rappelle que cette guerre peut dégénérer, elle peut... j'ose pas le dire, mais voilà, les guerres en Europe, ça fait quand même assez longtemps que ça... En tout cas, de cette ampleur-là, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale pour voir un théâtre d'opération aussi important. Donc faisons attention aussi avec nos propos, faisons attention à la montée des tensions, parce que là, il y a clairement une ambiance de va-t-en-guerre qui est inquiétante pour nous, qui est vraiment très inquiétante. Donc je pense qu'émettre des doutes, dans la mesure où le crime n'a pas été établi par une cour pénale internationale, je le répète, et je répète que ce n'est pas aux journalistes de faire du droit, c'est aux magistrats, d'accord. Dans cette mesure, on doit faire preuve de prudence, voilà. Oui. C'est tout ce qu'on dit, il ne s'agit pas de nier que ça, il s'agit juste de dire soyons prudents, voilà, soyons dans les prudents. deux sens. Mais il y a des fanatiques qui n'acceptent pas.
Je vous propose, je souhaite vous lire ces 10 principes de la propagande en période de guerre, selon Anne Morelli. C'est un livre qui est paru en 2001, Principes élémentaires de propagande de guerre. C'est assez éclairant. Alors, le premier principe, nous ne voulons pas la guerre, nous ne faisons que nous défendre. Deuxième, le camp adverse est le seul responsable de la guerre. Troisième, le chef du camp adverse a le visage du diable, ou c'est l'affreux, ou alors le bouc émissaire de service. Quatrième point, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. Cinquième point, l'ennemi provoque sciemment des atrocités et si nous commettons des bavures, c'est involontairement. L'ennemi utilise des armes non autorisées. Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l'ennemi sont énormes. Enfin, les artistes et intellectuels, tiens, intéressant, soutiennent notre cause et notre cause a un caractère sacré. Et enfin, ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. Eh bien, le dernier point, il s'approche assez bien de Ségolène Royal. Ah oui, non, mais c'est très juste. Effectivement, ce que vous avez lu et s'applique parfaitement à la situation et en réalité à un certain nombre de guerres précédentes. Souvenons-nous effectivement la guerre dans les Balkans, souvenons-nous les guerres au Moyen-Orient, la guerre en Irak. Et l'idée de guerre juste, effectivement, c'est souvent un concept typiquement tiré de la propagande de guerre. Voilà. Maintenant, je pense que, vraiment, il va falloir à un moment qu'on dise à ces gens qui sont dans la dictature de l'émotion, qui sont toujours les mêmes d'ailleurs, systématiquement. Les mêmes, oui. Mais systématiquement les mêmes. Effectivement, je crois que vous avez mentionné Raphaël Glucksmann aussi, Bernard-Henri Lévy. Sophia Aram qui a fait ça, l'équipe France Inter. Bernard-Henri Lévy, on peut le préciser, qui a perdu son pouvoir en appel contre le journal Blast qui faisait des révélations sur quand même les 9,1 millions d'euros offerts par le Qatar à BHL, notamment pour des questions de communication. En tout cas, c'est ce que dit le journal Blast. Bah oui, effectivement, il y a des tours de table et dans ces guerres de l'information, parfois, il arrive qu'il y ait certains spécialistes qui viennent sur les télévisions, vous savez, pour vous expliquer, par exemple, en matière de propagande de guerre, que au bout de 2 semaines de sanctions, ça y est, l'économie russe va s'effondrer la semaine prochaine, ça y est, oui. C'est tout va s'arrêter au niveau russe. Les Ukrainiens ont gagné et vont gagner la guerre. On a même des ministres qui disent ça. Oui, pas on a seulement des ministres qui disent ça, on a des ministres qui appellent à la Oui. guerre totale et qui 6 mois après nous expliquent qu'on va devoir se chauffer à la bougie ou presque et qu'on aura des coupures. Mais le plus important, c'est de comprendre aussi que sur les plateaux de télévision, dans la sphère civile politique, il y a des gens qui appartiennent à des think tanks qui sont payés par des think tanks ou même parfois des politiques et qui participent inconsciemment ou consciemment. Là, on a cité effectivement l'exemple de quelqu'un qui a été payé par le Qatar ici pour véhiculer cette propagande de guerre. Le problème, c'est que ce ne sont pas ces gens-là qui vont monter au front les premiers si demain nous sommes entraînés dans une guerre. Et je le dis, il y a un risque aussi de contagion, de montée des tensions. Moi, ce que j'aimerais, c'est que toutes les personnes qui ont une telle véhémence vis-à-vis de la Russie aujourd'hui, je dis bien toutes ces personnes, soient les premières, je dis bien les premières, à partir sur le front demain si ce conflit dégénère, parce qu'ils en seront les co-responsables. Voilà. Eh bien, nous vous prenons au mot, Pierre Gentillet, et nous suivrons cette affaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci vous êtes avocat au barreau de Paris. Et je rappelle, nous parlions de cette affaire Ségolène Royal, qui est une belle illustration tout simplement de la place du débat, de la liberté d'expression dans notre société aujourd'hui. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.